Je dépose mon badge de l'hôpital sur le comptoir de la cuisine, portant encore ma blouse bleue de mon service de 12 heures. Chaque muscle me fait mal, mais Nina va avoir faim. La porte du congélateur ouverte, je cherche quelque chose de rapide, des tendeurs de poulet, des légumes surgelés. Assez bien. Nora? Pourrais-tu venir ici? La voix de papa flotte depuis la salle à manger, portant ce calme artificiel qui précède toujours les ennuis. 1 minute, je glisse le poulet dans le micro-ondes, j'appuie sur 3 minutes. Je commence le dîner pour Nina. Ça ne peut pas attendre, marmonne-je. Le micro-ondes bourdonne alors que je me traîne vers la salle à manger, toujours dans mes chaussettes de compression. Maman et papa sont assis aux extrémités opposées de la table rectangulaire en chêne, un arrangement formel que nous réservons normalement pour Thanksgiving ou lorsque le pasteur Miller nous rend visite. Des papiers sont étalés entre eux, d'un blanc éclatant sur le bois marqué. Le fauteuil roulant de Nina est positionné sur le 4e côté. La moustache poivrée celle de papa tressaute quand j'entre. Assieds-toi. Pas de salutation, pas de « comment s'est passé ton service », juste l'ordre. Je me laisse tomber sur la chaise restante, notant l'expression pincée de maman et la façon dont Nina étudie ses mains, jointes sur ses genoux. Qu'est-ce qui se passe, je demande, en essayant d'ignorer l'angoisse qui monte dans mon estomac. Papa fait glisser un document vers moi, sa chevalière attrapant la lumière du plafonnier. Ta mère et moi vieillissons. Nous devons officialiser les dispositions pour les soins de Nina. Je parcours la première page. Contrat de soignant s'étale en haut en lettres grasses. Plus bas, partie responsable, Nora Ann Reed. Je ne comprends pas. C'est simple, dit maman, sa voix douce mais inflexible. Tu vas liquider ton 401K pour créer un fonds de soins pour Nina. Ensuite, tu contribueras à hauteur de $2000 par mois pour ses dépenses courantes. La pièce bascule légèrement. $2000? Chaque mois? Papa se penche en avant, les doigts joints. Tu gagnes $70 000 en tant qu'infirmière. C'est plus de $4000 par mois. Nous ne demandons que la moitié. Mais mes prêts étudiants? Mon loyer. Ne te cache pas derrière les prêts étudiants, coupe maman, soudainement sèche. Tu as $60 000 dans ton 401K. Liquide-le, tu obtiendras au moins $40 000 après impôt. Mes mains commencent à trembler. Je les appuie à plat sur la table, luttant contre la nausée qui me monte à la gorge. Cela semble très soudain. Rien de soudain à cela, dit papa. Tu es responsable de ta sœur depuis l'accident. Maintenant, nous ne faisons que le mettre par écrit. Je fixe les papiers, mon nom répété partout. Partie responsable, obligation financière, juridiquement contraignant. Ma vision se brouille sur les bords alors que j'essaie de comprendre ce qui se passe. Signe aujourd'hui, et nous pourrons déposer les papiers demain, ajoute papa en me tendant un stylo. Un flash de mémoire, moi, à 16 ans, assise sur le lit d'hôpital de Nina, lui tressant les cheveux pendant que les machines bipent autour de nous. Je prendrai toujours soin de toi, lui promets-je alors, la voix brisée. C'est entièrement de ma faute, mais je vais arranger ça d'une manière ou d'une autre. Les yeux de Nina croisent les miens à travers la table maintenant, puis se détournent. Elle n'a pas dit un mot. Pourquoi est-ce que tout repose sur moi? La question sort plus petite que je ne le voulais. Nous sommes une famille. Le visage de papa se durcit. Parce que tu es la raison pour laquelle elle est dans ce fauteuil roulant. Le couteau familier de la culpabilité se tord plus profondément, mais en dessous s'agite quelque chose de nouveau, une question que je ne me suis jamais permise de formuler. 11 ans comme ça, et maintenant vous le voulez par écrit? L'arrangement a toujours été clair, dit maman en lissant des plis invisibles sur la nappe. Tu as choisi de nourrir des chats errants au lieu d'accompagner Nina à l'arrêt de bus. Ton irresponsabilité lui a tout coûté. Chaque mot atterrit avec une précision exercée. J'ai entendu cette histoire des milliers de fois. Nina, 14 ans, a manqué son bus parce que je n'étais pas là pour l'accompagner. Elle a essayé de le rattraper à l'arrêt suivant, a traversé la rue sans regarder, et un camion de livraison n'a pas pu s'arrêter à temps. Ma faute. Toujours ma faute. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ça. Ma voix se stabilise de manière inattendue. Les sourcils de papa se haussent. Il n'y a rien à réfléchir. Tu dois ça à ta sœur. Juste un jour ou deux, j'insiste. Signe maintenant, dit maman, ou nous dirons à tout le monde à l'hôpital que tu abandonnes ta responsabilité.
Ton superviseur au Denver Memorial, tes amis de l'église, tout le monde le saura. La menace plane entre nous. Ils savent exactement comment j'ai construit ma vie autour de ce qui s'est passé, comment le personnel de l'hôpital respecte mon dévouement envers ma sœur paralysée, comment la communauté de l'église admire mon sacrifice. Vous ne feriez pas ça. Et c'est nous. La voix de papa baisse dangereusement. Le pasteur Miller pense que tu es pratiquement une sainte. Imagine sa déception. Nina ne dit toujours rien, son fauteuil roulant positionné parfaitement pour former une barrière entre moi et mes parents. J'atteins le stylo, les doigts tremblants, le tien au-dessus de la ligne de signature. Tout mon avenir condensé en un seul trait d'encre. Puis je pose doucement le stylo. Je vous parlerai demain. Papa commence à parler, mais je suis déjà debout, les jambes chancelantes sous moi. Dans ma chambre, je ferme la porte à clé et je m'effondre sur le sol, le dos contre le mur. Mes mains tremblent trop violemment pour envoyer un texto. Je fais défiler mes contacts, trouvant un nom que je n'ai pas appelé depuis des années. Le téléphone sonne 3 fois avant qu'elle ne réponde. Nora? Evelyne semble surprise. Ça fait une éternité. Est-ce que ça va? L'inquiétude dans sa voix libère quelque chose en moi. Les larmes coulent librement maintenant alors que je lutte pour expliquer. Ils veulent tout ce que j'ai. Ma retraite. Mon salaire. Je ne sais pas quoi faire. Ralentis, dit Evelyne, son mode avocate s'activant. Commence par le début. Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Entre deux sanglots, j'explique l'embuscade, les papiers, les menaces. Evelyne écoute sans interruption, puis pose la question qui me coupe le souffle. Nora, as-tu déjà vu le rapport de police de l'accident de Nina? Non, je murmure, les souvenirs se réarrangeant comme des pièces de puzzle. Ils se sont occupés de tout. J'avais 16 ans. Dévasté. Ils m'ont raconté ce qui s'est passé. Un silence s'étire entre nous avant que je ne formule la pensée qui se forme dans le coin le plus sombre de mon esprit. Et si ce n'était pas de ma faute, après tout? Le café bourdonne de conversations tranquilles. Un sanctuaire loin de la portée de mes parents. 3 jours après leur embuscade, et mes mains tremblent encore en tenant la tasse en céramique. La vapeur s'élève en volute, disparaissant comme la vie que je croyais connaître. Evelyne se glisse dans la banquette en face de moi, sa mallette heurtant la table en bois. Fini l'amie d'université aux boucles folles et au rire contagieux. Cette Evelyne porte un tailleur pantalon anthracite, les cheveux tirés en une queue de cheval lisse, les yeux vifs et déterminés. Tu as une mine affreuse, dit-elle. Sans ménagement. C'est l'Evelyne que je me souviens. Des gardes de 12 heures et éviter ma famille, ça fait ça. J'essaie un sourire qui ressemble plus à une grimace. Je ne suis pas retourné à la maison sauf pour dormir depuis, tu sais. Elle ouvre sa mallette avec 2 clics. J'ai trouvé le rapport de police. Les mots flottent entre nous comme une chose physique. Je fixe le dossier en manille qu'elle pose sur la table, ses bords nets et officiels. Contenant soit ma prison, soit ma liberté. C'est grave? Ma voix sort petite, enfantine. Evelyne ne répond pas immédiatement. Au lieu de cela, elle ouvre le dossier, le tourne vers moi. Lis-le toi-même. Les caractères noirs se brouillent devant mes yeux. Lieu de l'accident, Westridge Road et Maple, à 3,8 miles de notre quartier. Heure, 15h42. Véhicule impliqué, moto Honda de 1998. Conducteur, Jason Miller, 17 ans. Passagère, Nina Reed, 14 ans. Ce n'est pas possible. Je feuillette les pages, parcourant les dépositions des témoins. Il est dit qu'elle était sur une moto avec un garçon, à des kilomètres de l'endroit où j'ai nourri les chats. Continue de lire. La voix d'Evelyne reste stable. Le témoignage d'un témoin me saute aux yeux. La passagère riait, les bras enroulés autour de la taille du conducteur. La moto a tenté de passer au feu orange. Le camion de livraison avait le feu vert lorsque la collision s'est produite. Mais ils m'ont dit qu'elle avait manqué son bus parce que je n'étais pas là. Qu'elle essayait de le rattraper à l'arrêt suivant quand. Ma gorge se noue autour des mots. Ils ont menti, Nora. Les doigts d'Evelyne recouvrent les miens, chauds et solides. Ils ont menti sur tout. Les murs du café semblent basculer et tanguer. 11 ans de culpabilité. 11 ans de rêves sacrifiés, de double garde, de s'excuser à chaque respiration pour un crime que je n'ai jamais commis.
Nina faisait une virée avec son petit ami secret, poursuit Evelyn, la voix basse. Jason Miller, capitaine de l'équipe de basketball junior. Tes parents lui avaient interdit de le voir, tu te souviens? Trop vieux, trop sauvage. Des souvenirs refont surface. Nina chuchotant au téléphone tard le soir. Des textos mystérieux. Un intérêt soudain pour les matchs de basket. Des détails que j'avais oubliés. Enfouis sous des années d'expiation. Plusieurs témoins l'ont confirmé, Evelyn tourne une autre page. Nina a complètement séché le bus ce jour-là pour retrouver Jason. Ils se dirigeaient vers le lac quand ils ont grillé le feu. Mon estomac se soulève. Je cours aux toilettes, y arrivant à peine avant de vider mon petit déjeuner dans la cuvette. Des perles de sueur froide perlent sur mon front alors que je me rince la bouche, regardant mon reflet les yeux creux, pâle. Un fantôme formé des mensonges des autres. Quand je reviens, Evelyn m'a commandé un thé frais. Le rapport de police attend, inexorable comme le jour du jugement. Les dossiers de l'hôpital, je murmure en me rasseyant prudemment dans la banquette, ce que je n'ai pas eu le droit de voir parce que j'étais trop émotive. Il savait depuis le début, n'est-ce pas? Evelyn hoche la tête, son visage d'avocate impassible. J'ai parlé à l'infirmière qui était là quand Nina a été amenée. Tes parents ont immédiatement commencé à construire le récit. Là, dans la salle de traumatologie, pendant que les médecins s'occupaient de Nina, ton père disait déjà que tu étais responsable. La trahison me transperce, une douleur physique qui irradie de ma poitrine vers l'extérieur. Pourquoi m'aurait-il fait ça? Pour l'argent, au début. Puis pour le contrôle. Evelyn sort d'autres documents. Ta grand-mère t'a laissé $20 000 à sa mort, tu te souviens? 3 mois après l'accident de Nina, tes parents l'ont emprunté pour des frais médicaux d'urgence, mais les soins de Nina étaient couverts par l'assurance. Un autre souvenir refait surface, signé des papiers en pleurant dans la chambre d'hôpital de Nina, la main lourde de papa sur mon épaule. Pour l'avenir de ta sœur, avait-il dit. Ils m'ont fait retarder mes études, ma voix semble lointaine, étrangère. Ils ont dit que Nina avait besoin de moi à la maison pour sa convalescence. J'ai suivi des cours du soir tout en travaillant la journée, la surveillant entre mes gardes. Et votre diplôme d'infirmière? Qui a choisi cette voie professionnelle? La question frappe comme une gifle. Maman a dit que c'était logique, que je serais mieux équipé pour m'occuper de Nina. Pourtant, les infirmières gagnent beaucoup moins que la carrière d'ingénieur que vous aviez initialement prévue. Evelyn fait glisser un autre document en avant. Votre salaire de départ aurait été presque le double de ce que vous gagnez maintenant. Mon esprit s'emballe, recalculant 11 ans de manipulation. Les chantages affectifs quand j'ai mentionné déménager. Les rappels constants de ma responsabilité. Les excuses larmoyantes occasionnelles de Nina qui n'avaient aucun sens jusqu'à maintenant. Il planifiait cet accord formel depuis des mois, ai-je réalisé à voix haute. C'est pour ça qu'il n'arrêtait pas de me poser des questions sur mon 401K. Evelyn hoche la tête. Sans ce document, ils n'ont aucune base juridique pour leur demande. Ils ont peur, Nora. De quoi? De perdre leur vache à lait. L'amertume monte comme de la bile. C'est en partie ça. Evelyn hésite. J'ai fait quelques recherches. Vos parents sont financièrement sous l'eau. Deuxième hypothèque, dette de carte de crédit, facture médicale non couverte par l'assurance. Votre père a perdu son emploi il y a 6 mois. La révélation devrait adoucir ma colère, mais au lieu de cela, elle se durcit en quelque chose de froid et de précis. Il ne me l'a jamais dit. Toutes ces collectes de fonds à l'église, le respect qu'il commande dans la communauté, c'est une façade. Les gens font des choses désespérées quand ils ont peur, dit Evelyn. Votre mère a eu une dépression nerveuse lors de la collecte de fonds de l'église le mois dernier. Le pasteur Miller a pensé que c'était à cause de l'état de Nina, mais c'était la pression financière. Les pièces s'emboîtent avec une clarté terrible. Et Nina? Le savait-elle? Elle devait le savoir, confirme doucement Evelyn. Elle avait 14 ans, pas 4. Elle se souvient de l'accident. La trahison de ma sœur me coupe le plus profondément de tous. 11 ans de complicité silencieuse tout en me regardant tout sacrifier. Ce ne sont pas des méchants de dessins animés, prévient Evelyn en lisant mon expression. Ils ont vraiment peur de perdre leur maison, de ne pas pouvoir financer les thérapies de Nina sans vos revenus. Votre mère croit sincèrement que l'avenir de Nina dépend de votre sacrifice.
Ça ne le rend pas juste, ma voix se durcit. Non, en effet. Evelyne ferme le dossier avec finalité. La bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont aucun argument. La prescription est expirée depuis des années. Même si l'accident de Nina avait été de votre faute, ce qui n'est absolument pas le cas, ils n'ont aucune base juridique pour exiger un soutien continu. Pour la première fois depuis des jours, je sens quelque chose comme de l'espoir poindre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous rassemblons plus de preuves. Le rapport de police n'est que le début. Evelyne énumère des points sur ses doigts. Nous avons besoin de dépositions de témoins, du témoignage de l'ex-petite amie de Nina, de votre tante Laura qui a surpris vos parents à l'hôpital. Jason Miller vit toujours à Denver, je me souviens soudainement. Il entraîne l'équipe de basketball du lycée de Westridge. Parfait. Et je connais quelqu'un d'autre qui peut nous aider. Evelyne sort son téléphone. Marcus Bennett, journaliste d'investigation spécialisé dans les fraudes familiales. Il a révélé l'histoire l'année dernière du couple qui a simulé la maladie de son enfant pour des dons. L'ampleur de ce que nous prévoyons me frappe enfin. Cela va détruire ma famille. Le regard d'Evelyne s'adoucit légèrement. Votre famille s'est détruite elle-même au moment où ils ont décidé de sacrifier votre avenir pour leur convenance. Mais il ne s'agit pas de vengeance, Nora. Il s'agit de liberté, la vôtre et celle de Nina. Je fixe le rapport de police, la vérité dissimulée pendant 11 ans. Nina va-t-elle me détester pour ça? Elle pourrait, au début. Le changement est terrifiant, surtout pour quelqu'un qui dépend des autres. Evelyne tend la main sur la table, sa main chaude sur la mienne. Mais vous n'avez plus à affronter cela seul. Vous m'avez, Marcus, votre tante, des gens qui veulent la vérité. Pour la première fois en 11 ans, le poids sur mes épaules s'allège progressivement. Le chemin à parcourir reste intimidant, mais plus impossible. D'accord, dis-je en redressant le dos. Allons-y, alors que nous rassemblons les documents, planifions nos prochaines étapes. J'imagine la jeune fille de 16 ans que j'étais, sanglotant au chevet de Nina, promettant des soins éternels pour un crime que je n'ai jamais commis. Cette jeune fille mérite justice autant que la femme que je suis devenue mérite la liberté. Nous avons la vérité maintenant. Et la vérité, une fois découverte, ne peut plus être enterrée. Le même jour, j'ai trouvé le profil de Jason Morgan sur les réseaux sociaux, mon doigt planant au-dessus du bouton « Un message ». Sa vie semble parfaitement ordinaire, des photos de mariage avec une brune en robe de dentelle, 2 petits-enfants avec sa mâchoire carrée, une maison de banlieue avec des colonnes blanches. Rien ne suggère qu'il porte le même fardeau que moi. Êtes-vous sûr de cela? Demande Evelyne en regardant par-dessus mon épaule l'écran de l'ordinateur portable. Non. Mais quel choix ai-je? Je clique sur le bouton et je tape un simple message. Étiez-vous avec Nina le jour de son accident? Mon téléphone vibre en quelques minutes. Un numéro local que je ne reconnais pas, Nora? C'est Jason. J'ai reçu votre message. Sa voix semble plus profonde que dans mes souvenirs, mais avec la même légère hésitation. J'attends cet appel depuis 11 ans. Mon cœur bat la chamade contre mes côtes. Que voulez-vous dire? Je porte cette culpabilité depuis des années. Ces mots sortent en trombe, imparables. Nina m'a supplié de ne dire à personne qu'elle était sur ma moto. Elle ne portait pas de casque, elle a dit que ça abîmerait ses cheveux pour la fête de ce week-end. Le monde bascule sous mes pieds. Je m'agrippe au bord de la table pour me stabiliser. Vos parents sont arrivés à l'hôpital pendant que vous preniez un café. Ils m'ont dit que si jamais je mentionnais la moto, ils porteraient plainte pour mise en danger de mineurs. Sa voix se brise. J'avais 17 ans, j'avais une peur bleue. Quand ils ont commencé à raconter à tout le monde l'histoire de l'arrêt de bus et des chats errants, j'ai simplement suivi. Pourquoi me le dites-vous maintenant? Ma voix semble étrange à mes propres oreilles. Parce que ça me ronge. Et ma femme a vu votre message. Elle me dit depuis des années que je dois me confesser. Il fait une pause. Nina sait que je vous appelle. Nous sommes restés en contact. Ma sœur le savait. Pendant tout ce temps, elle le savait. Signerez-vous une déclaration sur ce qui s'est réellement passé? Je demande. Je suis déjà en train de la taper. Je la ferai authentifier par un notaire demain. Après avoir raccroché, Evelyne me serre l'épaule. Une preuve de plus. Maintenant, appelons votre tante Laura. Le témoignage de tante Laura vient facilement, trop facilement,
comme si elle attendait la permission de se décharger d'un poids. J'apportais des fleurs dans la chambre de Nina quand j'ai surpris vos parents dans le couloir, explique-t-elle, la voix tremblante. Votre mère a dit, ne dites à personne qu'elle était avec ce garçon. Nous dirons que Nora était censée l'accompagner au bus. Et votre père a répondu, Nora a toujours été responsable. Elle acceptera que ce soit de sa faute. La voix de Laura se brise. J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. Je suis tellement désolé, Nora. Le dimanche après-midi, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je programme mon arrivée pour le moment où Nina est en kinésithérapie avec sa soignante du week-end. Le salon semble plus petit d'une manière ou d'une autre alors que je me tiens devant mes parents, le rapport de police serré dans ma main. Papa lève les yeux de son journal, ses yeux se rétrécissant à mon expression. Qu'est-ce qui se passe? Je connais la vérité sur l'accident, dis-je, ma voix plus stable que je ne l'avais prévu. Il s'est produit à des kilomètres de l'arrêt de bus, sur la moto de Jason. La couleur quitte le visage de papa. Ses mains serrent les accoudoirs de son fauteuil, les jointures blanches. Maman se reprend la première. Nous protégions Nina du scandale. Tu étais assez grande pour assumer la responsabilité. Elle le dit comme si c'était raisonnable, comme si détruire une fille pour en protéger une autre avait un sens parfait. Vous m'avez fait croire que j'avais détruit la vie de ma sœur. Ma voix ne s'élève pas, mais quelque chose en elle les fait tous les deux tressaillir. Pendant 11 ans, j'ai porté cette culpabilité. Papa se penche en avant, désespéré. Cela ne change rien à votre obligation envers votre sœur. Je n'ai jamais abandonné Nina, et je ne l'abandonnerai jamais. Les mots viennent d'un nouvel endroit en moi, un endroit qui a été enfoui sous des années de culpabilité fabriquée. Mais je ne signe pas ces papiers. Pas demain, jamais. Je me retourne et je sors, le dos droit, la tête haute. La porte d'entrée se referme derrière moi avec un clic silencieux qui semble plus définitif que n'importe quel claquement. Evelyne attend dans sa voiture au bord du trottoir, le moteur en marche. Ses yeux s'écarquillent quand elle me voit. Tu as l'air d'avoir perdu 10 livres. Les larmes viennent alors, soudaines et accablantes, non pas des larmes de douleur mais de libération, comme si mon corps se débarrassait d'années de poison accumulé. Ça a marché, je réussis à dire entre deux sanglots. Ils ont tout avoué. Ce n'est que le début, dit Evelyne en s'éloignant du trottoir. Nous allons arranger les choses. Mon téléphone vibre avec un texto de tante Laura. Ma chambre d'amis est prête quand tu en auras besoin. J'aurais dû parler il y a des années. Puis Marcus appelle avec des nouvelles. J'ai enquêté sur les finances de vos parents. Il y a des preuves qu'ils ont utilisé vos contributions pour leur hypothèque, pas seulement pour les soins de Nina. C'est exactement le genre d'affaire de fraude familiale qui a besoin d'être exposé. Alors que nous nous éloignons de la maison où j'ai été emprisonné par la culpabilité pendant plus d'une décennie, je la vois rétrécir dans le rétroviseur. Pour la première fois, je me permets de me demander, est-ce que je continue d'avancer maintenant, ou est-ce que je leur donne le temps de se confesser? La réponse se forme clairement dans mon esprit. Plus de temps. Plus de mensonges. Je dois parler à Nina quand elle rentrera de thérapie. Ma sœur doit savoir que j'ai découvert la vérité et que je ne lui en veux pas d'être restée silencieuse toutes ces années. Nous avons toutes les deux été des victimes de différentes manières. Il est temps que nous soyons toutes les deux libres. Le lundi matin, je prends une gorgée de café froid, grimaçant au goût amer en fixant le tableau blanc dans le bureau d'Evelyne. La chronologie s'étend sur tout le mur, 11 ans de manipulation cartographiée au marqueur bleu net. Chaque post-it représente un moment où mes parents ont profité de ma culpabilité pour obtenir de l'argent, du temps ou un soutien émotionnel. Nous devons anticiper leur prochain coup, dit Evelyne en bouchant son marqueur. Son tailleur pantalon impeccable et sa voix stable me rassurent alors que j'essaie de comprendre l'ampleur de ce que nous découvrons. Ils ne vont pas simplement se rendre maintenant que vous les avez confrontés avec le rapport de police. Les néons bourdonnent au-dessus de ma tête alors que je hoche la tête, me forçant à regarder le tableau avec un détachement clinique. Ma formation d'infirmière prend le dessus, évaluer la situation, identifier les risques, élaborer un plan d'action. Papa contre-attaque toujours quand il est acculé, dis-je en montrant des incidents en 2018 et 2021. Ici, quand j'ai demandé pourquoi mon héritage de grand-mère était allé au traitement de Nina, il a dit au pasteur Miller que je devenais amer à propos de mon devoir chrétien. Et ici, quand j'ai essayé de déménager dans mon propre appartement, il a prétendu que Nina avait eu une rechute médicale qui nécessitait des soins 24 heures sur 24. Marcus entre avec une pile de dossiers en manille,
les posant sur la table de conférence avec un bruit sourd. Ses instincts de journaliste d'investigation se sont avérés inestimables au cours de la semaine écoulée. Vous aviez raison sur l'aspect financier, dit-il en ouvrant le premier dossier. J'ai suivi vos contributions par rapport aux frais médicaux de Nina au cours des 5 dernières années. Moins de 40% de ce que vous leur avez donné a réellement servi à ses soins. Où est passé le reste? Mon estomac se noue alors que je parcours les feuilles de calcul. Paiement d'hypothèque, facture de carte de crédit, un bateau de pêche acheté il y a 3 ans. Marcus tape sur une section surlignée. Et c'est intéressant, ils effectuent des paiements pour un temps partagé de vacances en Floride depuis 2020. La trahison pique à nouveau, mais je repousse l'émotion. Il ne s'agit plus de sentiments blessés. Il s'agit de fraude systématique. Nous montons ce dossier exactement comme nous le ferions pour une enquête sur la sécurité des patients, leur dis-je, me repliant sur un territoire professionnel familier. Documentation, reconnaissance des schémas, déposition de témoins. Evelyne hoche la tête avec approbation. C'est exactement ça. Les confrontations émotionnelles ne fonctionneront pas avec des manipulateurs aussi habiles. Nous devons démanteler leur contrôle systématiquement. Au cours des heures suivantes, nous organisons nos preuves avec une précision militaire. Le récit écrit de Jason sur l'accident et les menaces que mes parents ont proférées par la suite. Les dossiers financiers montrant le schéma de détournement. Les dossiers médicaux révélant des traitements qui ont été facturés mais jamais effectués. Je ressens un étrange calme s'installer en moi alors que nous travaillons. Pendant des années, j'ai abordé ma situation familiale avec culpabilité et peur. Maintenant, je l'analyse avec la même lucidité que j'apporte au cas de patients compliqués. Marcus tape son stylo contre la table. L'aspect de l'assurance est particulièrement préoccupant. Plusieurs demandes ont été déposées pour du matériel pour Nina qui ne s'est jamais matérialisé. Cela frôle le territoire de la fraude potentielle. J'ai parlé à 3 de vos collègues du Denver Memorial, ajoute Evelyne. Ils ont fourni des déclarations sur votre épuisement à porter ce double fardeau. Le docteur Harriman a été particulièrement solidaire, il a dit qu'il vous avait vu vous endormir debout pendant des gardes de 12 heures après avoir été debout toute la nuit avec Nina. Le téléphone du bureau sonne, nous surprenant. Evelyne répond, son expression changeant au fur et à mesure qu'elle écoute. Oui, elle est là. Je vois. Nous allons l'examiner immédiatement. Elle raccroche et se tourne vers moi. Vos parents ont engagé Patricia Lambert. L'avocate spécialisée en soutien familial? Marcus fronce les sourcils. C'est une escalade sérieuse. Evelyne hoche la tête d'un air sombre. Mon assistante vient de recevoir une lettre de mise en demeure formelle. Il invoque une obligation morale et menace de demander la tutelle de Nina si vous ne vous conformez pas à leurs exigences financières. Mes mains commencent à trembler, la première fissure dans mon détachement professionnel. Patricia Lambert a la réputation d'être agressive dans les affaires de soutien familial. L'idée d'une bataille juridique me fait paniquer. Peuvent-ils faire ça? Prendre la tutelle de Nina? Non, dit fermement Evelyne. Mais ils comptent sur votre peur pour vous faire céder. Les seuls frais de justice pourraient vider les économies qu'il vous reste. Marcus étudie mon visage. Ça va? Je prends une profonde inspiration, me ressaisissant. Le choc initial s'estompe, remplacé par une clarté surprenante. Ils essaient de me faire peur parce qu'ils savent que j'ai la vérité. Je regarde entre mes alliés. La détermination se durcit en moi. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour maintenir ce mensonge? La réponse reste en suspens dans l'air entre nous. Mes parents ont passé 11 ans à construire une tromperie élaborée. Ils ont manipulé toute notre communauté. Ils ont volé mon argent, mon temps, ma paix. Ils ne se rendront pas facilement, mais moi non plus. 3 jours après avoir rassemblé plus de preuves, j'ai étalé les documents sur la table de conférence en acajou poli d'Evelyne. Chaque pièce à conviction méticuleusement étiquetée et organisée par ordre chronologique. Le rapport de police est au centre, son en-tête officielle rappelant crûment la vérité qu'on ne m'a jamais permis de voir. C'est tout, demande Evelyne en examinant notre liste de préparation. Le moindre morceau de preuve des 11 dernières années. J'ajuste mes lunettes de lecture, encore peu habitué à leur poids après des années à négliger ma vision pour des préoccupations plus pressantes. Ce sont les nouveaux documents, plus les anciens que nous avons trouvés, y compris la déclaration sous serment de Jason sur l'accident de moto, les dossiers médicaux de Nina montrant des traitements qui n'ont jamais eu lieu,
et les relevés bancaires retraçant où mon argent est réellement allé. Marcus entre avec un épais dossier en manille. Sa précision de journaliste d'investigation s'est avérée inestimable au cours de ces semaines de préparation. J'ai trouvé quelque chose. Il pose un document sur la table. Vos parents ont demandé une deuxième hypothèque il y a 6 mois, en utilisant votre signature. Mon estomac se noue. Je n'ai jamais rien signé. Exactement. Il pointe la ligne de signature. C'est un faux. L'expert en documents judiciaires de la banque l'a confirmé hier. Evelyne hoche la tête, ajoutant le document à notre dossier de preuve. Cela dépasse la manipulation émotionnelle pour entrer dans le domaine criminel. J'étudie la signature falsifiée, reconnaissant les points de pression distinctifs de papa. Même ces faux portent l'empreinte de sa nature contrôlante. J'ai déposé une ordonnance restrictive contre vos parents, poursuit Evelyne. Cela devrait empêcher tout harcèlement supplémentaire pendant que nous terminons nos préparatifs. Le tableau blanc derrière elle affiche notre chronologie, 11 ans de manipulation systématique, réduit à des points et des flèches. Le fait de le voir visualisé de cette manière dissipe le brouillard émotionnel qui a obscurci mon jugement pendant si longtemps. Les dossiers médicaux de Nina étaient la dernière pièce, dis-je en tapotant un dossier contenant des documents de 3 spécialistes différents. La moitié des traitements qu'ils prétendaient avoir payés avec mon argent n'ont jamais eu lieu. Le centre de kinésithérapie n'a aucune trace des séances intensives qu'ils ont décrites lors des collectes de fonds de l'église. Marcus siffle doucement. Ce n'est plus une simple querelle de famille. C'est de la fraude financière. Nous ne nous contentons pas d'exposer un mensonge, dis-je, ma voix plus stable que je ne l'avais prévu. Nous démantelons une décennie de fraude. Mon téléphone vibre contre la table. Administration de l'hôpital. J'hésite avant de répondre. Nora Reed à l'appareil. Mademoiselle Reed, c'est Mélissa des ressources humaines. Votre présence immédiate est requise concernant de graves allégations sur votre conduite professionnelle. La glace se propage dans ma poitrine. Quelles allégations? Votre père a appelé notre ligne d'éthique ce matin. Il prétend que vous avez volé des médicaments sur ordonnance pour les vendre à des fins personnelles. L'accusation me coupe le souffle. Je mets le téléphone sur haut-parleur pour qu'Evelyne et Marcus puissent entendre. Je serai là dans 30 minutes, je réussis à dire en terminant l'appel. Ils intensifient, dit Evelyne en rassemblant déjà des documents. Ils ont découvert notre enquête, et ils frappent à votre point le plus vulnérable. Ma carrière. Le sol semble basculer sous mes pieds. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Marcus secoue la tête. C'est un coup désespéré. Ils espèrent que vous reculerez pour protéger votre réputation. Je dois m'occuper de ça immédiatement. Je me lève, rassemblant mes informations d'identification et mon portefeuille professionnel. L'hôpital a des caméras dans toutes les zones de médication. L'accusation s'effondrera sous l'examen. Je viendrai avec vous, propose Evelyne, en tant que votre avocate. 2 heures plus tard, je suis assise en face de ma superviseure, Janet, pendant que la sécurité de l'hôpital examine les journaux d'accès aux médicaments. La tension dans mes épaules s'atténue alors que Janet étudie la documentation. Ces allégations n'ont aucun fondement, conclut-elle en fermant le dossier. Votre dossier de distribution est impeccable, Nora. Je suis désolé que vous traversiez cette situation familiale. Dans le parking, par la suite, Evelyne me serre la main. Vous avez géré ça parfaitement. Professionnel, posé, rien à voir avec la réaction paniquée que vos parents attendaient. Devrais-je les confronter maintenant, je demande en regardant le soleil de l'après-midi scintiller sur les fenêtres de l'hôpital, ou attendre que notre dossier soit en béton. De retour au bureau d'Evelyne le lendemain matin, nous nous réunissons pour notre dernière session de stratégie. Les classeurs de preuves sont prêts, chaque document étiqueté et indexé. Marcus a assemblé une présentation multimédia affichant la chronologie de la manipulation. J'ai contacté tous ceux qui ont été témoins de leur manipulation au fil des ans, rapporte Marcus. D'anciens voisins, des membres de l'église, même les médecins de Nina qui ont reçu des histoires contradictoires sur ses soins. Les preuves financières à elles seules suffisent à les faire taire complètement, ajoute Evelyne. La demande de prêt hypothécaire falsifié nous donne un levier important. J'étudie les documents assemblés, l'aboutissement de semaines de travail méthodique. La transformation semble presque physique, le poids constant de la culpabilité remplacé par une clarté de but. Nous sommes prêts, dis-je, ma voix stable. Il est temps de mettre fin à cela.
Le mercredi de la semaine suivante, la sonnette retentit, me tirant de mes pensées alors que je lisse les plis de mon pantalon bleu marine. Mon téléphone vibre avec un texto d'Evelyne. Nous sommes en position. Reste calme. Ces dernières semaines ont ressemblé à un entraînement pour la bataille, rassemblant des preuves, construisant des arguments juridiques, documentant des années de manipulation. Maintenant, debout dans le salon de mon enfance, regardant les parents défiler avec des expressions solennelles, je réalise qu'aucune préparation n'aurait pu me préparer à cela. Maman fait signe à tout le monde de se diriger vers la salle à manger, transformée en ce que l'on ne peut décrire que comme un tribunal. Des chaises supplémentaires entourent notre table en chêne, chaque place étant dressée avec un verre d'eau et un bloc-notes, comme une réunion de conseil d'administration tordue. Papa se tient à la tête, les épaules carrées dans son costume du dimanche. Merci à tous d'être venus si rapidement, commence-t-il, sa voix portant la sincérité exercée qui m'a un jour trompé aussi. C'est difficile, mais les affaires de famille exigent des solutions familiales. Je parcours les visages, l'oncle Robert et la tante Patricia, la sœur de maman, Grace, deux anciens de l'église, le pasteur Miller avec sa Bible placée précisément devant lui, et un homme aux cheveux argentés dans un costume coûteux qui doit être leur avocat. Nina est assise à sa place habituelle, les yeux fixés sur ses mains jointes. Papa continue pendant que maman distribue des liasses agrafées. Pour ceux qui ne le savent pas, Nora est responsable des soins de Nina depuis l'accident il y a 11 ans. Récemment, elle a décidé d'abandonner cette responsabilité. L'accusation tombe comme un coup physique, exactement comme prévu. Des murmures choqués parcourent la pièce. Ce n'est pas ce qui se passe, j'interviens, mais papa lève la main. S'il te plaît, laisse-moi finir. Sa voix baisse, épaisse d'une émotion fabriquée. Nous avons couvert les dépenses de Nina du mieux que nous pouvions, mais mes problèmes de santé ont rendu impossible le travail à temps plein. Premier mensonge, il a été licencié pour mauvaise performance. Maman prend le relais sans problème, ouvrant un classeur de factures médicales. Celle-ci ne date que des 6 derniers mois. Sans la contribution de Nora, la kinésithérapie de Nina s'arrêtera complètement. Deuxième mensonge, l'assurance couvre la plupart de ces thérapies. Nora gagne 70 000 $ par an en tant qu'infirmière, ajoute papa, les yeux brillants de larmes qui apparaissent sur commande. Nous ne demandons que 2 000 $ par mois. Elle a une épargne retraite qu'elle pourrait utiliser pour le fonds de soins initial. L'oncle Robert se tourne vers moi, la confusion et la déception gravées sur son visage. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur? La pièce semble soudainement dépourvue d'air, les murs se refermant alors que chaque parent absorbe le récit soigneusement élaboré. Le pasteur Miller s'éclaircit la gorge, son expression grave. Peut-être qu'une médiation chrétienne aiderait à résoudre ce problème. Nora, ta sœur a besoin de toi. Nous pouvons sûrement trouver un arrangement qui honore tes obligations familiales? L'avocat fait glisser des papiers vers l'espace vide devant moi. J'ai rédigé un simple accord de soignant. Une fois signé, nous pourrons nous assurer que les besoins de Nina sont correctement satisfaits. Tous les yeux se tournent vers moi avec attente. C'est exactement ce qu'il voulait. La pression publique, le jugement moral, le poids des attentes de la communauté forçant ma conformité. Nina reste silencieuse, son mutisme continue interprété comme une confirmation de leur histoire. Mon téléphone vibre à nouveau dans ma poche, le signal que nous avions convenu. Je me lève lentement, surprise de la stabilité de ma voix. Avant que quiconque ne signe quoi que ce soit, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Sur ce, la sonnette retentit. Maman fronce les sourcils, clairement agacée par l'interruption de leur intervention parfaitement orchestrée. Qui cela peut-il bien être, demande-t-elle, une pointe de suspicion dans le ton. Mon avocate, réponds-je simplement, en regardant son visage pâlir. Et un journaliste qui m'a aidé à enquêter sur ce qui s'est réellement passé il y a 11 ans. La main de papa se crispe autour de son stylo. C'est une affaire de famille privée. Elle a cessé d'être privée lorsque vous avez invité les anciens de l'église et votre avocat. Je me dirige vers la porte d'entrée sans attendre la permission. Evelyne entre la première, chaque centimètre d'elle la professionnelle dans son tailleur anthracite, suivi de Marcus avec son enregistreur et ses accréditations de presse visibles. Derrière eux, tante Laura entre, la plus jeune sœur de maman, qui travaillait à l'hôpital lorsque Nina a été admise. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Demande maman en se levant de son siège. Soutenir la vérité, répond tante Laura en se plaçant à côté de moi. Le pasteur Miller semble perplexe alors qu'Evelyne se présente. Je suis Evelyne Carter,
je représente Nora Reed. Je comprends que vous avez discuté d'un accord de prise en charge sous de fausses déclarations. C'est absurde, balbutie papa, son calme étudié se fissurant. Nina est paralysée depuis 11 ans parce que Nora n'a pas réussi à l'accompagner au bus. Tout le monde ici connaît l'histoire. C'est l'histoire que vous avez racontée, le corrige-je, me sentant étrangement calme maintenant que le moment est arrivé. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, n'est-ce pas, papa? Marcus installe son enregistreur au bord de la table. Martin et Diane Reed. Je suis Marcus Bennett du Denver Chronicle. J'enquête sur vos arrangements financiers concernant les soins de votre fille. Le visage de maman se tord de fureur. Comment osez-vous faire entrer des étrangers dans notre maison pour nous attaquer après tout ce que nous avons fait pour Nina? Après tout ce que vous avez fait? Les mots m'échappent dans un rire rauque. Vous avez passé 11 ans à me faire croire que j'avais détruit la vie de ma sœur. Vous avez pris mon fonds d'études, mon héritage de grand-mère et la moitié de mon salaire chaque mois en me disant que c'était ma responsabilité. La pièce tombe dans le silence, les parents échangeant des regards mal à l'aise. Le pasteur Miller se penche en avant, l'incertitude remplaçant sa confiance antérieure. Nora, ce sont de graves accusations. Oui, en effet. Je me tourne pour faire face à la famille assemblée. Avant que quiconque ne signe quoi que ce soit, il y a quelque chose que vous devez tous voir. Evelyn ouvre sa mallette, sortant des dossiers en manille pour chaque personne présente. Je croise le regard de Nina de l'autre côté de la table, voyant de la peur et autre chose peut-être du soulagement. Nina, dis-je doucement, après 11 ans, ne penses-tu pas qu'il est temps pour la vérité? Des larmes remplissent ses yeux alors qu'elle lève les yeux, ses doigts crispés sur les roues de son fauteuil. Le dossier devant elle contient ce que les autres n'ont pas, des photographies d'elle avec Jason sur sa moto, prises le matin de l'accident. J'ai porté ça si longtemps, murmure-t-elle, à peine audible. Evelyn place le dernier dossier devant le pasteur Miller. Le rapport de police, les dépositions des témoins et les dossiers financiers documentant 11 ans de fraude systématique. L'accident s'est produit à 3,8 miles de l'arrêt de bus, sur une moto avec le petit ami de Nina, contre la volonté de ses parents. L'oncle Robert ouvre son dossier, la couleur quittant son visage alors qu'il parcourt les documents. Il est dit que l'accident n'a rien à voir avec le fait de manquer le bus. Absolument rien, confirme-je, regardant le monde soigneusement construit de mes parents commencer à s'effriter. Ils ont menti à tout le monde, y compris à moi, dès l'arrivée de Nina à l'hôpital. Tante Laura prend la parole, la voix tremblant légèrement. J'étais là ce jour-là. J'ai entendu Martin dire à Diane de s'assurer que personne ne sache que Nina était avec ce garçon sur la moto. Ils ont inventé l'histoire de l'arrêt de bus avant même que Nina n'entre en chirurgie. Le pasteur Miller se tourne vers mon père, le choc évident dans son expression. Est-ce vrai, Martin? Le silence s'étire, épais et suffocant, alors que les membres de la famille assemblée se tournent vers mes parents, attendant un démenti qui ne vient pas. Les lèvres de ma mère se pressent en une ligne fine et exsangue. La mâchoire de mon père travaille silencieusement, son personnage soigneusement construit s'effritant sous le poids de la vérité documentée. La voix de Nina brise le silence, petite mais se renforçant à chaque mot. J'ai séché le bus pour faire un tour avec Jason. Maman et papa ont toujours dit que ce serait la faute de Nora parce qu'elle était censée me surveiller. Ses yeux croisent les miens de l'autre côté de la table. Je les ai laissés te faire ça. Pendant 11 ans, je suis restée silencieuse. Les larmes que j'avais retenues menaçaient de couler, mais je les ai clignées. Ce n'est pas encore fini. Je suis désolé, Nina. Je tends la main vers elle, sans tout à fait la toucher. Je t'aurais aidé de toute façon. Tu n'avais jamais besoin de mentir. Nous devons tous examiner attentivement ces documents, dit le pasteur Miller, sa certitude antérieure remplacée par une grave préoccupation. Marcus s'avance, enregistreur à la main. J'aimerais poser quelques questions sur le fond de l'église qui a été créée pour les traitements de Nina. L'atmosphère dans la pièce change sensiblement, la peur laissant place au premier frémissement de la responsabilité. Mes parents, autrefois si confiants dans leur manipulation, sont maintenant assis, figés, alors que leur construction élaborée commence son effondrement inévitable. Je reste debout, soutenu par des alliés qui m'ont aidé à découvrir la vérité, enfin prête à tout ce qui va suivre. Je me suis tue par honte, Nina éclate en sanglots, ses larmes coulant maintenant librement. J'ai supplié Jason de ne rien dire à personne. J'avais 14 ans et j'avais peur d'avoir des ennuis. Ses mains serraient les roues de son fauteuil alors qu'elle se rapprochait du centre de la pièce.
quand maman et papa ont blâmé Nora, j'étais trop terrifié pour les contredire. Et puis ça a continué, année après année. Sa voix se brise. Je t'ai laissé porter ce fardeau pendant 11 ans. Je suis désolé. La transformation dans la pièce est immédiate et complète. Le visage de l'oncle Robert se durcit alors qu'il regarde mon père. Tante Sarah s'assied à côté de moi, sa main trouvant la mienne. Le pasteur Miller ferme sa Bible avec un bruit sourd. Cette trahison va à l'encontre de tout ce que notre communauté représente, dit le pasteur Miller en se levant pour faire face à mes parents. Vous avez manipulé non seulement vos filles, mais toute notre famille de l'Église. L'ancien de l'Église, Monsieur Peterson, se lève de son siège. Le fonds de l'Église était destiné au traitement de Nina, pas à votre hypothèque. Mes parents se recroquevillent sur eux-mêmes alors que la pièce se retourne contre eux. Le pouvoir qui leur permettait autrefois de contrôler ma vie par la culpabilité et la manipulation s'évapore en quelques minutes. Marcus enregistre tout sur son enregistreur. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour une histoire complète sur la fraude familiale, me dit-il doucement. Je ne t'ai jamais abandonné, Nina, dis-je en m'agenouillant à côté de son fauteuil roulant. Je ne pouvais simplement plus vivre avec les mensonges. Nina attrape ma main, la serrant fermement. Je savais que c'était mal, mais j'avais trop peur pour parler. Peux-tu un jour me pardonner? Je la serre dans mes bras, sentant ses épaules secouées par les sanglots. Il n'y a rien à pardonner. Nous étions toutes les deux des victimes ici. L'ancien Peterson s'éclaircit la gorge. Le conseil de l'Église devra enquêter sur le détournement potentiel des fonds donnés. Evelyne s'avance. Et je devrais préciser pour toutes les personnes présentes, Nora n'a aucune obligation légale de fournir un soutien financier à Nina, et ne l'a jamais eu. Le pasteur Miller hoche la tête solennellement. À l'avenir, l'Église veillera à une surveillance appropriée de tout soutien aux soins de Nina. Mes parents se tiennent ensemble, isolés dans une pièce pleine de gens qui les voient maintenant clairement pour la première fois. Maman attrape son sac à main, papa ses clés, un aveu silencieux de leur défaite. Je pense que nous en avons fini ici, dit sèchement papa. Personne ne les arrête alors qu'ils se dirigent vers la porte. Personne ne leur dit au revoir. Alors que la porte se referme derrière eux, je reste à côté de Nina, nos mains toujours jointes. Le poids de 11 ans se lève de mes épaules, me laissant plus légère que je ne l'avais été depuis mes 16 ans. Dans le silence qui suit leur départ, Nina serre ma main. Qu'est-ce qui se passe maintenant, murmure-t-elle. Je regarde les personnes qui m'ont soutenu aujourd'hui, Evelyne avec son brio juridique, Marcus avec ses compétences d'enquêteur, tante Laura avec sa vérité tardive mais cruciale, le pasteur Miller avec sa clarté morale. Maintenant, lui dis-je, nous recommençons, avec la vérité. La lumière du soleil qui entre par la fenêtre attrape les larmes de Nina, mais pour la première fois en 11 ans, elle ne brille pas de culpabilité ou de honte, mais d'espoir. 3 semaines après la confrontation, je déverrouille la porte du nouvel appartement de Nina, la poussant largement alors qu'elle franchit le seuil en fauteuil roulant. La lumière du soleil entre à flot par les fenêtres découvertes, peignant des rectangles dorés sur les parquets. L'espace est modeste mais entièrement accessible, des comptoirs abaissés, un évier sous lequel on peut rouler, de larges portes et une salle de bain assez grande pour que son fauteuil roulant puisse tourner confortablement. C'est vraiment à moi. La voix de Nina porte un émerveillement que je n'ai pas entendu depuis notre adolescence. Tout à toi. Je pose la boîte que je transporte. Le règlement de l'assurance a couvert le loyer de la première année ainsi que les modifications d'accessibilité. Plus besoin de demander la permission pour ajuster ton espace de vie. Nina se déplace en fauteuil roulant dans l'appartement, passant la main sur les comptoirs. Ses épaules se sont redressées ces derniers jours, la courbe perpétuelle de l'excuse disparaissant progressivement. Papa m'a rappelé hier soir, dit-elle en s'arrêtant à la fenêtre qui donne sur un petit jardin communautaire. Il a l'air désespéré. Il devrait s'inquiéter. Je déballe la vaisselle dans des armoires basses. Le pasteur Miller m'a dit que le conseil de l'église a lancé une enquête sur les fonds détournés. Et ça, c'est sans compter les accusations de fraude à l'assurance. Nina hoche la tête, un mélange compliqué d'émotions traversant son visage. 11 ans de mensonges qui se défont en 2 semaines. Mon téléphone vibre avec un texto d'Evelyne, papier de tutelle financière approuvé. Toutes les prestations de Nina seront désormais gérées correctement. Je montre le message à Nina. Plus de chèques interceptés ou de fonds détournés. Elle sourit, puis se dirige vers le canapé, où je la rejoins. Tu as dormi? La question me surprend.
En fait, oui. Pour la première fois depuis une éternité. La nuit dernière, j'ai dormi 8 heures d'affilée sans rêve chargé de culpabilité de Nina tombant ou criant à l'aide. Et toi? Je n'arrête pas de me réveiller en pensant que je dois les appeler, puis je me souviens que je n'ai plus de compte à rendre à personne. Elle ajuste sa position. Hier, j'ai demandé ces prestations d'invalidité qu'ils disaient toujours que je n'obtiendrais pas, celles qu'ils t'ont dit nécessiter mon soutien pour les recevoir? Exactement celle-là. Elle rit, un son que j'avais presque oublié. Il s'avère que j'y ai droit depuis une décennie. J'ouvre une autre boîte marquée cuisine et je commence à trier les ustensiles. Je me suis inscrite au programme d'infirmière praticienne. Les yeux de Nina s'écarquillent. Celui dont tu parles depuis des années? Je commence le semestre prochain. Sans les 2000 $ qui quittent mon compte chaque mois, je peux réellement me permettre les frais de scolarité et un petit appartement près du campus. La lumière dorée de l'après-midi change alors que nous continuons de déballer. 3 infirmières de mon service arrivent avec le dîner et d'autres boîtes. Marcia, l'infirmière en chef, qui m'a vu trébucher pendant des gardes épuisantes pendant des années, me serre fort dans ses bras. Nous avons mis en place un horaire rotatif pour aider Nina avec tout ce dont elle a besoin pendant que tu es en cours, dit-elle. Tout le service s'est inscrit. Nina accepte leur étreinte les larmes aux yeux. Je n'ai jamais su que tant de gens se souciaient de moi. Après leur départ, nous nous asseyons ensemble sur sa nouvelle terrasse alors que le soir s'installe autour de nous. Des grillons chantent depuis le jardin communautaire en contrebas. L'appartement de Nina ne ressemble en rien à la maison de nos parents. Pas de lourdeur, pas de marche sur des œufs, pas de rappel constant d'obligations. Pendant des années, j'ai cru que prendre soin signifiait porter les fardeaux de tout le monde, dis-je en regardant un colibri virevolter parmi les fleurs en pot que Marcia a apportées. Maintenant, je vois que cela signifie aider les gens à se tenir debout. Nina attrape ma main. J'aurais dû te dire la vérité il y a des années. Nous étions toutes les deux piégées de différentes manières. 6 mois plus tard, je me tiens devant le tableau blanc du centre de traumatologie du Denver Memorial, dirigeant l'orientation des nouvelles infirmières. Ma blouse est du même bleu, mais tout le reste a changé. Mon petit appartement près du campus est rempli de plantes et de livres. Mes prêts étudiants sont sur un plan de remboursement gérable. Plus important encore, le poids qui écrasait ma poitrine depuis 11 ans s'est levé. N'oubliez pas, dis-je aux infirmières aux yeux écarquillés, votre première responsabilité est de défendre vos patients. Parfois, cela signifie tenir tête aux membres de la famille qui prétendent savoir ce qui est le mieux. Après mon service, je me rends à l'appartement de Nina pour notre dîner hebdomadaire. Elle a appris à cuisiner depuis son fauteuil roulant, et l'odeur de lasagne m'accueille à la porte. Comment se passe le programme en ligne, je demande en posant mon sac. 3 jusqu'à présent. La fierté colore sa voix. Le cours de défense des droits des personnes handicapées est mon préféré. J'aide 2 familles à naviguer dans le système que nos parents ont exploité. Nous mangeons à sa table accessible, discutant de projets futurs plutôt que d'erreurs passées. Quand elle mentionne la dernière tentative de réconciliation de nos parents, je ne ressens pas la torsion d'anxiété habituelle. Je leur ai dit la même chose que d'habitude, dis-je. J'envisagerai une relation lorsqu'ils assumeront l'entière responsabilité et répareront les torts causés aux personnes qu'ils ont blessées. Nina hoche la tête. Ils parlent toujours des obligations familiales et de pardon sans reconnaître ce qu'ils ont fait. Leur choix. Je prends une autre bouchée de lasagne. Je n'ai plus besoin de la permission de personne pour créer ma propre vie. Le jour du premier anniversaire de la confrontation, Nina et moi nous rendons au parc de la ville où j'avais l'habitude de nourrir les chats errants quand j'étais adolescente. Les feuilles d'automne crissent sous son fauteuil roulant alors que je la pousse le long du sentier jusqu'à la petite clairière où se trouvait autrefois le poste de nourrissage. Tu te souviens quand je ne pouvais même pas regarder les chats sans me sentir coupable, je demande en l'aidant à franchir une section chaotique du sentier. Nina rit. Et maintenant, nous construisons un réseau de soutien pour les familles confrontées à des lésions de la moelle épinière. La fondation des Sœurs Reed a été lancée le mois dernier avec le financement d'un règlement avec la compagnie d'assurance de nos parents. Nous avons déjà aidé 3 familles à naviguer dans les systèmes médicaux sans exploitation financière, en fournissant des subventions pour des modifications d'accessibilité et un soutien juridique pour protéger les patients vulnérables. Plus tard dans la soirée, nous assistons à la célébration de l'étape de la thérapie physique de Nina. Elle démontre sa force améliorée du haut du corps en se transférant de son fauteuil roulant à la table de traitement sans aide, ce qui lui vaut les applaudissements des thérapeutes et des autres patients rassemblés.
Lorsqu'on lui demande de dire quelques mots, Nina se dirige vers le centre de la pièce. Le fardeau le plus lourd n'était pas ma paralysie, dit-elle au groupe, sa voix stable et claire. C'étaient les mensonges. En la regardant parler avec une telle confiance, je ressens un sentiment d'achèvement. La vérité ne nous a pas seulement libérés, elle nous a montré qui était vraiment là pour nous depuis le début, non pas les parents qui revendiquaient des droits exclusifs sur notre loyauté, mais la communauté qui s'est ralliée à nous lorsque nous avons enfin dit notre vérité. Alors que nous quittons la célébration, Nina demande, « Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si Evelyn n'avait pas posé de questions sur le rapport de police ?» Je réfléchis à cela alors que nous nous dirigeons vers la voiture. Je pense que la vérité aurait fini par éclater. Elle était trop grosse pour rester enterrée pour toujours. Que feriez-vous si vous découvriez qu'un membre de votre famille vous ment depuis des années? Le confronteriez-vous directement ou rassembleriez-vous d'abord des preuves?